Salut à tous, salut tout le monde, c'est Data Sport Talk. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui pour l'émission suivante, en fait, tout simplement. J'ai pas pu tourner semaine dernière parce que, en fait, on a eu un changement de serrure et j'avais pas la clé. C'est pour ça que j'étais pas là. Ben voilà, là, on est de retour. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche, hein. Il s'est passé pas mal de choses. J'ai pas pu réact, tout ça et tout. Un peu désolé, les mecs, hein. Il y a eu le tirage de sort de la Coupe du Monde extraordinaire, des groupes de fous, France-Sénégal, Argentine-Algérie, Brésil-Maroc. Enfin, il y a des trucs de ouf qui vont avoir lieu. Donc là aussi, pas mal. On va se préparer, les gars, parce que je vais faire une review data concernant toute l'analyse qu'il va avoir sur la Coupe du Monde. Et je pense que ça va être extraordinaire dans la manière dont ça va être fait. Ensuite, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, hein, les gars. Je pense que les équipes, elles remettent leur convocation là, dans peut-être 2 3 jours. Et un peu ce que ça va donner. On va faire aussi des réactions sur les listes. On va essayer de voir un peu comment. On va essayer en fait de générer des liens entre chaque joueur pour voir si la liste elle est complémentaire ou pas. Voilà, on va essayer de voir un peu tout ce qui est étude de complémentarité, toutes ces choses-là pour la data. Et ensuite, il y a la Coupe arabe qui a lieu actuellement, qui est une super coupe aussi. Et là, à l'heure actuelle où je tourne, en fait, il y a la Ligue des champions asiatiques. Je regardais Vissel Kobe contre une autre équipe, j'ai oublié le nom. Enfin, en tout cas, bref, pas mal d'actualité football. Aujourd'hui, le programme de la semaine, les mecs, on va parler de Marseille-Monaco qui aura lieu donc dimanche soir, l'affiche de Ligue 1. Voilà, les gars, on est français, Cocorico, donc on va représenter jusqu'au maximum, parler du football français avant tout. Ensuite, on va faire un focus sur Asdin Ounahi qui fait du sale, qui fait du très très sale en ce moment. Et ensuite, on va faire un focus aussi sur un autre joueur qu'apparemment tout le monde s'arrache en Europe et j'ai pu analyser sa data. Et je vais confirmer pourquoi c'est un très très bon attaquant et qui va dans peu de temps en fait affoler les compteurs. Enfin bref, il y a plein de trucs, on va faire plein de petites analyses à droite à gauche. Voilà, il y a le programme qui est juste en dessous, si je ne me trompe pas, voilà ici, ouais, juste là. Voilà, vous pouvez le voir. Donc bref, en tout cas c'est parti les gars. Allez, on commence. Comme je vous l'ai dit les mecs, donc dimanche on a le fameux match Marseille-Monaco, match de ouf. Les gars, je vais pas vous mentir, Marseille. En fait, Marseille c'est bizarre parce que Marseille tout va bien et puis un moment ça part en cacahuète. J'ai jamais compris pourquoi à Marseille c'était toujours comme ça en fait. T'as vu, tout se passe bien, t'as une euphorie de ouf, t'as le stade qui est plein, t'as les joueurs qui sont pleins, les mecs qui font des bêtes de match, hein, attention, hein, vrai, franchement je suis pas supporter de l'OM, hein, moi je suis supporter du PSG, mais les mecs qui font des bêtes de match, quand tu regardes c'est enthousiasmant, ça va de l'avant et tout. Enfin bref, il y a tout pour faire un bon championnat, mais à Marseille en fait dès qu'il y a un petit truc ça part en cacahuète. Après le pauvre de Zerbi Miskin il va galérer à gérer ça. Mais bon, de Zerbi, c'est un rital. T'as vu, il y a l'habitude de ce truc un peu méditerranéen de chercher l'embrouille parce qu'il y a un match nul, des trucs comme ça et tout. Mais je trouve que Marseille fait une bête de saison. On va analyser en tout cas les équipes. Pareil pour Monaco avec le retour de Pogba, les gars. Super. Comme on l'a dit, un super bon joueur. Plaisir de le voir sur les terrains aussi parce que vaut mieux là que dans les tribunaux pour gratter de l'argent avec ses refs. Enfin bref, ceci ne nous regarde pas comme disaient les trois frères. En tout cas, voilà, on va analyser ce match-là. Et pour ce match-là, en fait, j'avais pas envie d'analyser comme d'hab. J'avais envie de changer le prisme un peu parce que tu vois, c'était chiant en fait de toujours faire ouais, voilà, cette équipe-là, elle a tant XG, donc elle devrait marquer tant de buts, il devrait performer de telle manière. Voilà. Moi, j'ai voulu analyser ce match-là sous le prisme de la progression de possession et sur les facteurs risques, pardon. Donc en fait, j'ai préféré faire ça plutôt que le XG parce que c'est une pure décision stratégique de ma part, tout simplement. Et ça me permet en fait d'avoir une meilleure ingénierie en termes de data et de sélection de données, notamment quand je prends mon petit notebook sur Jupyter et que je travaille mes codes et que mes algorithmes en fait me sont répétitifs. Donc voilà, j'ai voulu changer un peu de type d'analyse et je vais vous la partager. C'est parti, let's go, hein. Les gars, on va déjà justifier la méthodologie. Pourquoi on fait cette analyse de cette manière-là du match Marseille-Monaco et vous allez mieux le comprendre. En fait, on a un contexte qui s'appelle, nous, le contexte qu'on va appeler de l'échantillon. Donc on va prendre la donnée de base, on prend la donnée, elle est nombreuse, ils sont master entre guillemets, le volume de données, et nous on va prendre entre guillemets un échantillon. Et dans cet échantillon-là, en fait, on va essayer de régler ce qu'on va appeler nous une volatilité. Je vous explique. Dans l'analyse des ligues de football, en fait, on fait face à la volatilité de petits échantillons. Comme là, par exemple, on n'a que 15 journées. Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'une équipe, elle joue de telle manière parce qu'avec 15 journées, en termes de data, bien sûr, en termes de données, c'est un petit échantillon. Et là où la data, en fait, elle est différente dans le football, c'est que si on était dans un métier plus ou moins dit normal, entre guillemets, l'échantillon, il serait trop petit pour pouvoir réaliser une analyse trop grande des facteurs de risque ou des facteurs des autres. En fait, ça n'aurait pas de sens. Parce qu'après 15 types de données, enfin 15 jeux de données, en fait, c'est pas suffisant dans les entreprises au quotidien. Mais dans le football, en fait, on se permet de le faire parce que voilà, 15 données, c'est 15 matchs, c'est quand même la moitié de saison.
Donc voilà, on réussit quand même à avoir des mesures. Donc nous, ce qui s'est passé ici, pourquoi on n'a pas pris le XG pur, parce que l'expected goal, en fait, nous, c'est une métrique qu'on va appeler qui résulte d'une séquence. Je vous explique. Elle va mesurer la qualité d'un tir, la phase terminale, comment le tir se passe, tout ça et tout. Sur 15 matchs, faites l'alpha de finition, donc entre les buts attendus, enfin les buts marqués et le XG qui correspond au but attendu, faites d'un joueur, il peut être temporairement très élevé, comme Greenwood. Et en fait, c'est ce qui va fausser la perception de sa valeur fondamentale du joueur. Donc si on conclut sur cette petite partie assez rapide, c'est que le XG, il est trop volatile pour définir, nous, ce qu'on va appeler l'ADN tactique d'une équipe si tôt dans la saison. Même si c'est la moitié de saison, en termes de data, n'oubliez pas, c'est tôt. Et ça traduit juste la forme du moment du joueur, mais ça ne te dirait pas forcément, en fait, tu n'aurais pas vraiment une analyse complète. Parce que pour moi, en fait, ça fausse clairement la perception de la dynamique du joueur. Même si le joueur, il marque, si voilà, il devait marquer 8 buts, il a marqué 9 buts, mais devant marquer que 4. À la télé, tout le monde va dire, ouais, il a mis 8 buts, c'est le meilleur joueur du monde. Mais nous, techniquement, en data, en fait, c'est faussé. Parce que ça veut dire que la performance du joueur, la production du joueur, elle n'est pas vraiment réelle. Il y a quelque chose qui se passe ailleurs, il faut aller le chercher. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est encore une fois une analyse qui va péter les cacahuètes, mais qui est super à entendre. On continue les boys. Donc le choix stratégique. On va analyser le processus, pas le résultat, comme je vous l'ai dit. Notre analyse à nous, elle va se concentrer sur des métriques de processus de mouvement. Enfin, et de mouvement. Donc, entre guillemets, pour nous, c'est plus stable. C'est plus difficile à simuler ou à modifier par la chance. Voilà. Donc, nous, on va essayer de réduire le facteur chance dans notre analyse. On va prendre des métriques qu'on a priorisées. Donc, on a priorisé les PRGP, donc les progressions de possession, la sécurité de passe et le biais d'exécution. Donc, on a créé, nous, des indices, notamment le biais d'exécution. On a fait le XAG, donc les buts attendus contre et les dribbles. Et en fait, on va vous expliquer. En fait. Bref, on prend la première métrique qu'on a priorisée, qui est la progression de possession. Donc en fait, c'est une métrique, nous, qu'on va appeler de processus. Elle mesure l'intention de l'équipe d'avancer le jeu, peu importe le résultat. Donc en fait, si l'équipe elle a un résultat négatif ou positif, nous, on va mesurer sa capacité, enfin son envie de faire progresser le jeu. Et en fait, ça va nous permettre à nous de pouvoir évaluer si une équipe elle est toujours portée vers l'avant ou pas. Pardon, j'ai un ça dans la gorge. Un ça. J'ai dit un ça dans la gorge, pas un chat, j'ai un ça dans la gorge. Bref, la sécurité de passe. Donc on a pris le pourcentage de complétion totale. C'est un proxy, nous, qu'on va appeler de risque. En fait, une faible précision de passe, techniquement comme 82,2% pour Monaco. En fait, ça signifie que l'équipe elle est structurellement vulnérable au turnover et au contre-pressing. Je vous explique. Si une équipe elle a 82,2% de possession de balle, enfin de passes réussies, pardon, ça sous-entend en fait que cette équipe elle perd beaucoup le ballon ou qu'elle perd quand même le ballon par rapport au standard du football actuel. Et ça signifie donc qu'il y a une structure qui prête entre guillemets, une structure qui est fragile en fait, qui prête entre guillemets la possibilité de l'adversaire de pouvoir créer un contre-pressing pour pouvoir répondre en fait à cette chose-là. C'était un indice que j'ai créé dans d'autres vidéos, que j'ai appelé ça un indice de panique. Voilà, donc c'est quand les joueurs ont le ballon et ils paniquent forcément en fait. Et ce ratio-là, en fait, il nous permet de comprendre un peu mieux comment une équipe fonctionne et comment faire face à cette équipe-là. En tout cas, on continue le biais d'exécution, donc le XAG divisé par le dribble, c'est une métrique de rareté. Voilà, le marché, en fait, il surévalue ce qu'on va appeler le XG. Nous, on va rechercher des créateurs. Par exemple, O'Reilly, il y a un haut XAG et les facteurs de déviation, entre guillemets, ça sera Greenwood avec un haut dribble. Donc, on va essayer de chercher, en fait, des joueurs qui vont nous permettre de pouvoir avoir une meilleure lecture en fait de la rareté de la production du jeu marseillais et de chercher en fait ceux qui vont créer la valeur plutôt que de la subir ou ceux qui seront juste là. En gros, je vous explique. Tu joues dans ton équipe de foot, tu as gagné 10-0, tu rentres chez toi, tu dis à papa, maman, j'ai gagné 10-0, mais toi en fait, tu n'as rien foutu. Tu étais sur le terrain, tu étais sur le terrain, tu as fait des passes, tu as fait le plot, mais tu n'étais pas le joueur qui a procuré en fait cette création de valeur, qui a procuré en fait la possibilité à ton équipe de pouvoir gagner 10-0. Donc, tu es claqué au sol, il faut aller en district, il faut changer de club. Enfin bref, parce que juste ton coach, il l'a pas vu. Parce que les coachs amateurs, ils ne sont pas sur la production de valeur, mais ils sont sur l'ensemble. Si l'ensemble tourne, l'ensemble reste. C'est souvent le même cas en plus. On continue les mecs. Donc, quand on conclut le choix méthodologique... Non, je suis bête. J'ai pas mis les analyses de Marseille par rapport à ça. Oui, je suis con. Bref. Donc, on va maintenant donner à Marseille et à Monaco l'attribut en fonction des 3 données. Donc, la progression de possession. Donc, vous avez dit, c'est un métrique de processus. Elle mesure l'intention de l'équipe à avancer le jeu. Là, c'est Marseille qui est beaucoup plus vertical et moins conservateur que Monaco.
En fait, c'est l'ADN de l'attaque. Marseille, ça va directement, comme le slogan, droit au but. Donc en fait, les gars, ils perdent pas leur temps à passer dans une possession quelconque ou des choses comme ça. Généralement, ça prend, ça sort donc du gardien sur Aguerd ou du gardien sur Pavard. Ça va orienter tout de suite si on trouve Greenwood en une. Greenwood, ça va partir directement en contre-attaque pour essayer de proposer le 1 contre 1, de jouer l'isolation en fait de Mason Greenwood. Ou de l'autre côté avec Pechao, c'est le même système. C'est un jeu qui va droit au but. Aujourd'hui, on peut traiter De Zerbi, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais De Zerbi, dans sa manière de jouer, est en totale adéquation avec le projet marseillais historique. On dit l'OM droit au but, De Zerbi le fait. Après, que ça se fasse d'une mauvaise manière, que vous appréciez pas la chose, que Greenwood finit pas forcément comme vous le voulez ou pas, en tout cas, le coach respecte bien cela. C'est pas moi qui le dis, les gars, c'est la data. Après, c'est trop facile de dire à chaque fois, ouais, mais c'est pas moi, c'est la data, donc forcément j'ai raison. Non, non. La data, elle dit qu'en termes de jeu, quand on prend une métrique qui est la progression de possession, Marseille a un jeu direct, beaucoup plus vertical que celui de l'AS Monaco, par exemple. Donc, quand on prend tous les matchs qui ont été effectués depuis les 15 premières journées, on peut dire que ça fait partie de leur ADN. Mi-saison, l'ADN de Marseille, c'est droit au but, clairement. La sécurité de passe, donc comme je vous l'ai dit, le pourcentage de compression. Pourquoi ? Pour évaluer donc le risque, savoir si on a une possibilité que l'équipe elle est structurellement vulnérable au turnover et au contre-pressing. Et à ce jeu-là, en fait, Monaco il est intrinsèquement plus risqué à affronter. Et ça, c'est là en fait que le bas blesse, c'est parce que voilà, Monaco perd beaucoup de ballons, Marseille peut récupérer des ballons très hauts. Par contre, Monaco, avec le nombre de pertes de balles qu'elle a, elle peut enclencher ce qu'on va appeler un contre-pressing à la perte de balles. Donc ils perdent la balle. Ils perdent la balle à leurs 30 mètres parce qu'ils ont voulu essayer de faire une sortie de balle en décrochant ou en jouant d'une manière. Marseille récupère. Monaco est dans la possibilité de pouvoir récupérer le ballon directement et partir en contre-attaque quand Marseille est dans des équilibres de construction. Je vous la refais. On a Monaco qui essaye de sortir des 30 mètres. Donc Monaco qui fait des passes. Visualisez dans vos têtes. Essayez de voir. Monaco fait des passes, tac, ça part au défenseur central. On a un pressing haut marseillais. Marseille récupère la balle dans les 30 mètres de Monaco. C'est-à-dire que techniquement, il récupère la balle très haut. Donc ce qui fait que quand Marseille va récupérer la balle, en fait, Marseille va pouvoir essayer de se mettre en place, de se placer. Par exemple, les latéraux vont essayer de monter à droite et à gauche, vice-versa. Et c'est là, en fait, que ça devient intéressant. C'est parce qu'on a Monaco avec une possibilité, en fait, dans son jeu établi en termes de data, de créer ce qu'on va appeler un contre-pressing. Donc Monaco va presser Marseille pour que Marseille perde la balle dans les 30 derniers mètres de Monaco, pour que Monaco puisse partir en contre. Donc si on refait, je le refais, Monaco essaye de construire, mais souvent les actions de Monaco se terminent en contre. Pourquoi ? Parce que Monaco a un pourcentage de complétion de passe qui est très nul comparé aux autres clubs de Ligue 1. Donc il y a du mal à gérer la pression. Par contre, Monaco gère mal la pression, mais Monaco gère très bien le contre-pressing. Donc à la perte de balle de Monaco, Monaco est capable de récupérer le ballon. Dans la même zone où elle était de base en construction, Monaco se transforme en équipe de contre. Et c'est là que Marseille doit vraiment faire attention. Sur le biais d'exécution, XAG ou les dribbles, métrique de rareté, comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir les joueurs qui créent de la valeur, pas les joueurs qui sont juste là pour rien. Et Marseille, à ce jeu-là, en fait, il y a des spécialistes dont le rôle est beaucoup plus stable que la simple notation de ce qu'ils font. Greenwood, O'Reilly, on a d'autres joueurs encore qui sont plus intéressants en fonction des dispos. Mais voilà, c'est des joueurs qui ont un gros taux de passes décisives, un gros taux de dribble, un gros taux de buts qui devaient marquer. Enfin bref, il y a des vrais joueurs avec des vraies métriques. Et là, en fait, c'est sur ça que ça devient intéressant parce qu'on a des spécialistes en fait dans le rôle. Bref, la conclusion du choix méthodologique. Pourquoi on est parti sur ça ? On a choisi d'analyser ce match Marseille-Monaco en fait via la théorie du contrôle de la possession. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à la crise actuelle de Monaco. Le but, c'est pas de savoir qui marque ici. Le but, c'est de savoir qui contrôle la volatilité. Le verdict, c'est que le XGA très faible de l'Omelé, donc de l'Omelé. Je suis Roubaisien en fait, j'ai dit de l'Omelé alors que c'est l'OM, c'est Marseille. Bref, big up à Roubaix Omelé, c'est un club à Roubaix. Bref, le XGA qui est très faible de l'OM et son pourcentage de passes très élevé montre que l'OM est le maître de la stabilité, de la gestion du temps et de la gestion des risques dans ce match. Par contre, Monaco est l'équipe qui, même sans ses blessés, a un défaut structurel majeur dans sa sécurité de possession. Donc ça, on le voit. La méthodologie, elle garantit que notre analyse, elle est robuste. Elle s'appuie sur les causes, ce qu'on va appeler les processus, plutôt que sur les conséquences, donc les XG. Donc si on fait ce qu'on va appeler une méta-analyse avancée de Marseille-Monaco, on a des duels, forcément.
Donc on a un duel des tensions. On va expliquer l'efficacité de la progression, la sécurité. Donc comme je vous l'ai dit, Marseille a un jeu beaucoup plus vertical, mais on va donner des chiffres. Voilà. En termes de passes progressives, Marseille c'est 70,7 par match, Monaco 57,2. En précision de passe totale, Marseille c'est 88,1, Monaco 82,2. Dans les touches, dans le dernier tiers, c'est-à-dire dans le camp adverse, Marseille c'est 35,8 et Monaco c'est 32,9. Donc si on fait un récapitulatif, l'OM c'est beaucoup plus vertical. L'OM a une meilleure maîtrise du risque parce qu'elle maintient une sécurité de passe supérieure, elle réduit les risques de turnover au milieu de terrain et les pertes de balles. L'OM elle avance plus activement avec le ballon vers le but. Monaco c'est ce qu'on va appeler une équipe beaucoup plus statique dans sa possession. Marseille met plus de pression, l'OM passe plus de temps à menacer la zone dangereuse, en témoignent donc les touches dans le tiers offensif à 35,8 par match, tandis que Monaco en fait 32,9, ce qui est pas mal déjà, attention. Mais voilà, donc clairement, si on prend le premier indice qu'on a mis, le cadre des tensions tactiques, le match il jouera sur des contrôles du tiers central et pas sur le tiers offensif de Marseille ou en défense. C'est-à-dire qu'en fait, le milieu de terrain, c'est primordial. L'OM utilise un modèle de progression, ce qu'on va appeler sécurisé. Il y a un grand taux de passe progressif et aussi un grand taux de passe réussi. Donc, c'est-à-dire qu'il progresse tout en conservant la balle. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est ce qui va permettre de chercher à étirer Monaco avant de frapper. Monaco, avec une précision de passe plus faible, elle doit compenser par des exploits ou de la transition rapide. Et c'est là qu'avec Marseille, comme je vous l'ai dit, ça va être très compliqué de gérer le contre-pressing monégasque à la perte de balle de Monaco. Pour le petit 2, l'analyse des spécialistes. Bien sûr, on va analyser donc les XAG versus le facteur de rupture. On va évaluer ce qu'on appelle des rôles non conventionnels. Donc on va évaluer des rôles qui vont perturber la défense adverse, des deux côtés. Donc on a les joueurs clés du côté de Marseille, Matt O'Reilly, Greenwood et Pavard. Le proxy de service pour O'Reilly, on va prendre les XAG, donc c'est les passes attendues sur des buts. Mason Greenwood, ça sera les tirs tous les 90 minutes divisés par les dribbles. Et enfin, Pavard, c'est la progression de passes dans le tiers final. Parce que forcément, on est une équipe qui domine, on est très haut. Donc nous, nos défenseurs sont des joueurs qui sont en train de distiller le jeu dans le dernier tiers, c'est-à-dire dans les 30 mètres de l'équipe adverse. La valeur sur 90 minutes pour O'Reilly en XAG, donc en passe attendue par but de 0,44. Nous, le vecteur de séquence, en fait, c'est les meilleurs distributeurs de jeu marseillais actuellement. Il garantit ce qu'on va appeler des possessions progressives et il transforme en menace terminale. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, Bacola, pas Bacola, tous ces joueurs-là et tout. Quand O'Reilly est sur le terrain en termes de data, toutes ces possessions et ces passes progressives se transforment en quelque chose qui va se terminer. Il y a des XAG. Il a le plus grand taux de XAG de l'Olympique de Marseille. Donc O'Reilly est celui qui est techniquement le plus dangereux pour l'OM dans le dernier tiers en termes de passes décisives attendues. Pour Greenwood, c'est un joueur à haute déviation. Il ne finalise pas par chance. Lui, il déforme la défense par ses dribbles. Il crée des angles de tir, ce qu'on va appeler exceptionnels, ce qui explique en fait sa surperformance parce qu'il a mis plus de buts que de buts attendus. Donc, il surperforme. Donc, quand un joueur surperforme comme ça, c'est que forcément, en fait, il va chercher des angles de tir qui sont exceptionnels. C'est-à-dire, la data, elle te dit en termes de XG, jamais ce mec-là aimait le but et lui, il trouve un moyen et il te le claque dedans. Donc, pour ça, pour moi, c'est un génie et c'est là qu'en fait, ça devient intéressant. En tir, c'est 3,42 tous les 90 minutes et en dribble, c'est 1,43 tous les 90 minutes. Super. Benjamin Pavard, en termes de progression, donc dans le camp adverse, c'est 7,85 passes progressives dans le tiers adverse. C'est énorme. C'est ce qu'on va appeler, nous, un quarterback défensif. En fait, c'est un moteur de relance. Il va initier les attaques depuis l'arrière. Si on fait une petite conclusion sur cette partie-là, Monaco, il manque de joueurs capables de créer leur propre menace par le mouvement, soit des dribbles ou des dribbles tous les 90 minutes très faibles. L'OM peut presser le porteur de balle de Monaco avec moins de peur d'être battu individuellement, ce qui renforce entre guillemets son efficacité. On a 0,99 XGA pour Marseille et l'OM y est plus résilient face aux erreurs. Donc, quand on prend l'ensemble des données, je ne vais pas vous mentir, ça va être très compliqué pour Monaco de gérer ça. Même à domicile, ça va être très, très, très dur. Maintenant, nous, on va évaluer Monaco. Comme il galère, on va essayer de voir un peu le test de résilience. On va voir comment Monaco peut faire face en fait aux Marseillais. Donc, si on prend des métriques de résilience comme les tacles réussis dans les tirs adverses, les tacles totales, toutes les 90 minutes, des fautes provoquées, on va prendre par exemple le milieu de Marseille avec Højbjerg et Vermeuren si c'est eux qui jouent ou un autre. Donc, on a 0,35 en tacles réussis dans le tir adverse par match. On a 1,74 tacles par match. On a 1,45 fautes provoquées par match. Et à Monaco, le milieu de terrain, donc Zakaria, Karamara ou Pogba, je ne sais pas s'il joue actuellement,
Bah, en termes de données, on a 0,36 dans le tacle réussi adverse, on a 1,87 tacles tous les 90 minutes et on a 1,93 fautes provoquées par match. Donc si on met les conséquences sur ce qu'on a dit, on met un peu de trucs sur le chiffre, en fait, on a une égalité de pressing. C'est-à-dire les deux milieux, ils exercent une pression assez similaire dans le milieu de terrain. Quand je dis pressing, ce n'est pas un pressing sur le dernier tiers ou en défense, c'est un pressing au milieu de terrain. Donc c'est quasiment une égalité. 0,35 pour Monaco, 0,35 pour Marseille, 0,36 pour Monaco. Donc voilà, c'est une pression qui est similaire. Tous les tacles dans tous les 90 minutes. Monaco il est beaucoup plus agressif au duel. En fait, c'est ce qu'on va dire qui va, en voyant cette donnée-là, on sait que Monaco va essayer de chercher à briser le rythme de Marseille pour essayer de casser le type de jeu et permettre en fait à Marseille à Marseille de galérer quoi en fait, tout simplement. Et enfin, on a les fautes provoquées. Monaco, nous on appelle ça des méthodes du chaos, c'est-à-dire Monaco il est plus apte à provoquer des fautes, des arrêts de jeu, gagner du temps, des blessures, des choses comme ça. Comme je vous l'ai dit, on est toujours en lien avec le rythme. Donc Monaco va chercher en fait à dévier la data de l'OM de sa possession sécurisée à 88,1% en provoquant des fautes et des duels parce que la data elle le prouve. L'OM, nous, ce qu'on va dire, c'est que l'OM doit résister à cette tentative de chaos en maintenant un contrôle spatial strict pour essayer en fait de contrecarrer tout ça, en s'assurant de sa propre progression de possession et surtout faire en sorte qu'elle soit de haute qualité. Donc en fait, ça veut dire en gros, il faut que Marseille elle performe dans la progression balle au pied, sinon Monaco va casser le rythme et ce sera très compliqué. Bref, si on fait une conclusion du match, le match c'est un test de résilience pour l'OM. Est-ce que leur modèle de possession supérieur et leur exécution anormale, notamment avec Greenwood qui surperforme, peuvent résister à l'agressivité de Monaco, à leur besoin critique de créer des situations de chaos? N'oubliez pas, Monaco, équipe qui est très fort pour faire déjouer l'équipe adverse. Structurellement, Marseille a un avantage profond qui devrait dominer la faible précision de passe et les contraintes offensives de Monaco. L'OM est le favori, non pas par chance, mais par supériorité du processus et de la gestion de son risque. Bref, un match piège à devenir. Est-ce que Marseille va garder la tête sur les épaules pour gérer le chaos que Monaco va essayer de lui imposer et casser son rythme? À vous de voir, dites-le moi en commentaire. On continue la suite, les B-Boys. Bon les mecs, comme je vous l'ai dit, on a fait l'analyse de Marseille-Monaco qui a pris 20 bonnes petites minutes pour le match. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. J'espère aussi que vous avez compris. Dites-le moi en commentaire les gars si vous ne comprenez pas. Si je peux vous aider, vous donner un peu plus de grain à moudre par rapport à tout ça. Dites-le moi vraiment les gars. Là, je vais faire plaisir à mes Maghrébés. Je vais faire plaisir à mes Marouecos. A los Marouecos. Bref, les gars, on va parler d'Azdine Ounahi. Parce que voilà, le mec... moi, je vous explique. À la base, je voulais réagir après le match du Real parce que le mec avait un match extraordinaire. Mais j'ai pas pu parce que j'avais pas les clés. Big up à Nino. Et maintenant que j'ai récupéré ça, j'ai envie de parler de lui. Parce que quand même, Ounahi, même s'il y a le match contre le Real, il faut quand même dire qu'il y a une grande différence. On va s'attarder sur son cas. On va en parler plus longuement. Donc, on va faire une analyse détaillée d'Azdine Ounahi sur les débuts de saison 2025-2026 avec Girone. Et on va faire une comparaison directe avec son passage compliqué à Marseille. D'accord ? Et pour moi, c'est le jour ou la nuit. En fait, les données, elles montrent clairement une résurrection d'un joueur et qui avait ébloui tout le monde au Qatar, notamment Luis Enrique. Como lo dice el numéro 8? Où est le nombre? Enfin bref. Ah, caramba, vous avez compris. La fiche d'identité. 25 ans, milieu relayeur créateur. Temps de jeu, 9 matchs, 690 minutes, titulaire indiscutable, techniquement, à Girone, âgé de 25 ans. Surtout important, il est âgé de 25 ans les mecs. C'est-à-dire que si ce mec-là il réussit vraiment à prendre son envol comme il devrait le prendre, je pense que derrière il peut faire mal. Bref, on va faire un scouting report, les gars, le moteur créatif de Girone. Donc Ounahi réalise un début de saison statistiquement élite en Espagne. Il a retrouvé ce qui se faisait sa force, c'est-à-dire la capacité à briser les lignes par la conduite de balle. La statistique en fait qui est monstrueuse, c'est sa progression. Je vous explique. C'est ici en fait qu'il va détruire la concurrence comparé aux autres milieux des 5 grands championnats. En dribble réussi, 3,39 tous les 90 minutes. Il est 99e percentile, donc en pourcentage. Donc il fait partie des 1% d'élus en dribble. J'ai fait Ibrahim Maza dans une vidéo précédente. Ounahi est de la même trempe en dribble. En portée progressive, pareil que Ibrahim Maza. Il est en 3,78 tous les 90 minutes. Il est donc 99e percentile. 1% de l'élite. Comme il fait du dos. Bref. Ballon touché dans la surface adverse, 3,26 tous les 90 minutes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive à rentrer dans la surface, qui est force de proposition, qui commence à être... franchement, c'est une résurrection, Ounahi, je vous dis la vérité. Bref, si on analyse ces trois petites données, en fait, on dit qu'Ounahi,
Unana, what's my name? Unana. Bref, Unai, il se contente pas de passer le ballon. En fait, il y a même lui-même le ballon vers le danger. Et en fait, il est actuellement l'un des meilleurs milieux d'Europe pour éliminer son vis-à-vis en 1 contre 1. Donc, on a un joueur qui dribble, on a un joueur qui progresse, on a un joueur qui finit. Et on va parler de la finition, parce que c'est là que c'est extraordinaire. Il y a une efficacité inédite là, Azdin Ounahi. C'est la grande surprise. En fait, on ne l'attendait pas comme buteur. Aujourd'hui, c'est 3 buts en 9 matchs. Je ne sais pas, parce que quand j'ai fait la donnée, les gars, j'ai pas vu le dernier match qu'il a fait. Je pense que c'était ce week-end. Je n'ai pas regardé Giron ce week-end. Peut-être qu'il a marqué. Je ne suis pas sûr. Mais bref, en tout cas, il a mis 3 buts en 9 matchs. Si c'est 4, rajoutez 4, c'est encore mieux. Donc ça ferait 4 buts en 10 matchs si j'ai raté le dernier match. S'il n'y a pas marqué, donc c'est 3 buts en 9 matchs. À l'époque où je fais, donc 3 buts en 10 matchs pour vous. Bref, il surperforme de 2,1. Je vais vous expliquer pourquoi il surperforme. En fait, il a marqué 3 buts pour seulement 0,9 XG. 2 buts attendus, donc techniquement 1 but. En fait, il est dans une confiance absolue. Quand un joueur est surperforme, c'est-à-dire qu'il t'a mis 3 buts alors qu'il devait t'en mettre qu'un, c'est qu'en termes mentalement, le mec, il a une confiance absolue. Il tente des tirs impossibles, des tirs difficiles, il tente des frappes difficiles qui rentrent. Et donc, probablement de loin, ou après des raids solitaires en fait qu'il fait. Donc ça sous-entend que le mec est dans une confiance de ouf. Et ça, je vous dis, los hermanos Marruecos, préparez-vous parce que c'est très bon pour vous. Je suis algérien, Inch'Allah Ounahi, si on se rend compte, il est nul claqué au sol contre nous. Par contre, il faut quand même le dire, Ounahi est aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Et je vous le prouve, je vais vous le dire. Je rentre dans le train Ounahi, je monte dedans. Bref, on va le comparer entre le Ounahi de Girone et le Ounahi de Marseille. C'est là que les gens veulent voir, parce que tout le monde l'a critiqué, on va comprendre pourquoi. Bon, après, j'ai pas le temps vraiment de faire tout faire, mais je vais vous le faire quand même un truc pour vous, voyez. On va prendre des stats de Marseille, Ounahi à Marseille, de Girone maintenant. Son influence offensive, c'est-à-dire des SCA, c'est-à-dire sa capacité à participer aux actions qui amènent à un tir. À Marseille, c'était 3,28 actions qui amènent à un tir par match, à Marseille. C'était déjà pas mal, alors que les mecs, vous l'avez terminé. À Girone, Ounahi, depuis le début de saison, c'est 4,43. Il y a une explosion de 35% par rapport à sa production en termes de SCA, donc d'action menant à un tir. Les buts par match, 0,15 à Marseille, 0,39 à Girone, donc une évolution de 2,5, donc x 2,5. Les dribbles tentés, 2,4 à Marseille, et c'est là en fait que vous allez vous rendre compte, il est à 5,5 aujourd'hui à Girone, donc une liberté totale, c'est-à-dire que si on lit entre les lignes de la data, il n'est pas muselé tactiquement, il n'est pas muselé, donc on a un Unani. J'ai du mal à dire Ounahi depuis tout à l'heure que j'enregistre, je dis Unani. Tu vois, bref, Ounahi, Asdin, on va l'appeler Asdin. Ouais, Asdin. Asdin, ça fait un peu kabyle, t'as vu? Bref, donc Ounahi qui passe de 2,4 à 5,5, c'est-à-dire qu'il y a une liberté totale dans l'expression corporelle, dans son expression technique, dans l'expression tout court. Donc, c'est pas le joueur qui est nul, c'est le schéma tactique qui l'enferme. Claire, la data, elle est précise dessus. En termes d'interception de défense, 0,6 à Marseille, 1,43 à Girone. Discipliné. Il est encore plus discipliné qu'avant. C'est ce qu'on lui reprochait à Marseille. Ce qui était réel. 0,6 à Marseille, 1,3 à Girone. 1,43 à Girone. Asdien, tu te foutais de notre gueule, mais tranquille frérot, t'as vu, pépère. Tranquille, t'as vu, tu voulais pas défendre, mais... Enfin bref, en tout cas, t'es meilleur, donc c'est un tech. Le rôle tactique, à Marseille, t'es souvent excentré, un peu bridé. À Girone, cœur du jeu, électron libre. Donc un repositionnement clé. Si on fait l'analyse complète des différences, on peut le mettre en 3 points. La prise de risque, l'impact défensif et la finition. À l'OM, Ounahi joue avec le frein à main. À Girone, les stats, elle montre un joueur qui provoque constamment. Le système espagnol qui est moins physique et plus technique, il semble parfaitement lui convenir. L'impact défensif, la surprise, on a souvent reproché à Ounahi son manque d'impact physique à Marseille. Regardez ses interceptions à Girone, 1,43 par match, 88e percentile européen, donc il fait partie du top 12% des meilleurs joueurs en termes d'interception dans son rôle, contre seulement 0,6% à l'OM, où il faisait partie du 15e percentile, donc c'est-à-dire des 15% des joueurs les plus nuls. Bref, l'équipe, au vu de son rôle, donc, est plus investie dans le contre-pressing que le bloc équipe de Girone. Donc en fait, il y a 2 cas de figure. Soit on se dit c'est Ounahi qui ne faisait pas le boulot, soit c'est le bloc équipe dans laquelle il évolue qui ne le protège pas assez. Et là, au vu de la data, Girone protège beaucoup mieux Ounahi que l'Olympique de Marseille dans son expression.
La finition à Marseille cadrait peu, il faisait des gestes de trop à chaque fois, donc il y avait forcément ce geste de trop. Cette saison, il est clinique avec 2,1 de surperformance au but. Il transforme ce qu'on va dire nous des demi-occasions en but. Bref, le verdict, Unai s'est passé d'un joueur de position stérile à Marseille, qui garde la balle sans rien faire, à un joueur de rupture à Gironne. C'est redevenu le joueur vertical et insaisissable qu'on a vu à la Coupe du Monde 2022. Je pense qu'un jour, je vous ferai une comparaison avec Bellingham parce que je m'enflamme, parce que Unai, pour moi, il va faire une canne de fou. Et c'est un DZ qui vous le dit. J'ai misé un billet sur lui. Bref, en tout cas, Inch'Allah, s'il rencontre l'Algérie, il perd, il fasse le match le plus nul, il redevient comme Marseille. Par contre, pour tout le reste de la CAN, je souhaite qu'Unai soit au même niveau qu'il a à Gironne. Par contre, j'espère aussi que le Maroc va pouvoir lui proposer un schéma de jeu, un schéma tactique que Regragui lui proposera, qui lui permette de pouvoir s'exprimer. C'est surtout ça. Et je pense que c'est la pièce maîtresse du Maroc, beaucoup plus que d'autres joueurs et beaucoup plus que certains joueurs que les supporters marocains attendent. Bref les gars, dis-moi Maghreb, comme on dit, vive Hasdin Ounahi, on continue la suite, restez connectés, on va passer à deux. Je vais répondre à un débat que tout le monde parle. Donc j'avais vu Noah Lounsi qui en avait parlé entre Mendes ou Marcelo. Donc Nuno Mendes ou Marcelo du Brasil, Tantan, que entiendo du Brasil. Non, c'est espagnol que j'ai parlé. C'est tu queres falar portugais comigo. Les Brésiliens, ils parlent plus en chantant, t'as vu? Eh, pas, tu vois le truc là, du Brésil. Bref. Donc, Nuno Mendes, Marcelo. J'ai récupéré la data de Marcelo. Et donc, ce que j'ai fait, je vais prendre une analyse entre Nuno Mendes et Marcelo. Mais je vous connais. Vous allez me dire, ouais, mais Zach, tu peux pas comparer Marcelo Real Madrid à la Liga de l'époque avec la Ligue 1 de Nuno Mendes. C'est normal. Je ne vais pas vous mentir. C'est très normal. Mais la data, elle le permet. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, on va appliquer ce qu'on appelle, nous, un taux de chance statistique. Donc, le taux de chance, c'est quoi? On va prendre la meilleure période de Marcelo, en 2017, son prime. Et on va prendre la meilleure période de Nuno Mendes, prime l'année dernière, Ligue des Champions. Pour l'instant, bien sûr. Basé sur le coefficient UEFA et le club ce qu'on va appeler nous, au moyen des opposants, la Liga 2017, un indice 100, donc le championnat le plus fort du monde à l'époque. Le Real joue contre le Barça de Messi Neymar, l'Atlético de Griezmann, le Séville triplé, vainqueur de la C3. Enfin, c'est un championnat de fou cette époque-là. Et la Liga en 2025, indice 78, un championnat du top 5 très physique, tactiquement et techniquement inférieur par rapport à l'Espagne. Classique. Nous, on va faire une règle de conversion data. Donc, pour savoir ce que vaut une stat de Nuno Mendes en 2025, dans le contexte de Marcelo 2017, on va appliquer une décote, un malus. Les gars, vous connaissez, faites un accident, hop, un malus. Bref, d'ailleurs ça, il faut qu'on en parle, hein, le système des malus. Je pense que c'est la plus grosse douille des assurances qui existent. Mais Inch'Allah, on en parlera un jour, parce que je sais que vous êtes essayé de nous douiller, là, on va vous choper, là, on va vous tomber dessus, là, les assureurs. Bref, donc, on va passer, nous, ce qu'on va appeler un malus. En offensif, malus offensif. Donc, on va impliquer à la Ligue 1 un malus offensif de 22%. Parce que c'est plus facile de créer contre Angers en 2025 que contre Valence en 2017. C'est clair, c'est dans la data, non négociable. En termes défensifs, on va appliquer un malus de 10%. Parce que la Ligue 1, elle est physique. Donc la décote, elle est faible, mais les dribbleurs de la Ligue 1 en 2017 étaient bien meilleurs. Donc 22% en termes offensifs, parce que c'est plus facile de créer contre des équipes de merde. Et moins 10% en défensif, parce que la Ligue 1, elle est aujourd'hui plus physique que la Liga de 2017. Par contre, les dribbleurs en Liga permettaient de sortir de situations extraordinaires. Bref, on continue les mecs. Donc une fois qu'on est d'accord, on a dit que la Ligue 1 et la Liga, c'était impossible de comparer, mais que nous, en termes de data, on a appliqué une métrique qui nous permet en fait de régler le différence de niveau en appliquant des codes, des malus, des bonus, tout ça et tout. On a fait tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, dites-moi, les gars, je vous donne pas des cours, mais je vous donnerai les codes que j'ai tapés sur Python pour essayer d'avoir tout ça, l'algorithme que j'ai utilisé. Et bref, pour les gens que ça intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, on va s'intéresser au duel offensif entre les deux. Donc, on va voir les stats de Nuno Mendes une fois nettoyés et on va voir, entre guillemets, les stats de Marcelo. On va prendre des métriques. Des métriques, donc c'est-à-dire des data qui nous permettent d'évaluer la production offensive des joueurs. Donc le SCA, les actions en tir, enfin les actions qui amènent des tirs, le GCA, les actions qui mènent des buts, le XAG, les expected assists, donc c'est-à-dire les passes attendues, des passes décisives attendues, et
les passes progressives. Donc, on a pris 4 datas. SCA, GCA, XAG, passes progressives. C'est les 4 datas qui nous permettent aujourd'hui dans le football de pouvoir mesurer une début de production d'un joueur, c'est-à-dire, entre guillemets, de savoir si ce joueur-là est produit pour l'équipe, s'il est intéressant et quelle part il a pour pouvoir le faire. On commence. Marcelo. Donc, n'oubliez pas, saison 2017-2018 pour Marcelo et Nuno Mendes 2024-2025. Donc, l'année du titre. Marcelo, en action, donc c'est-à-dire en passe qui amène des actions de tir, Marcelo, c'est 5,02. Quand Nuno Mendes, dans son prime, pour l'instant prime actuel, il a 3,88. Si on ajuste avec la donnée de la Liga, le Nuno Mendes, donc c'est-à-dire les actions menant un tir par rapport au niveau de difficulté, on passe de 3,88 à 3,02. C'est-à-dire avec l'algorithme. Donc comme je vous l'ai dit, on a la Liga de Marcelo qui est extraordinaire à cette époque-là. On ajuste le niveau de la Ligue 1 qui est beaucoup plus facile par rapport à la Liga. Et on enlève, donc on applique un malus aux data de Nuno Mendes forcément de 22% défensive, de 10% offensive pour se permettre en fait d'évaluer le niveau de difficulté qu'il aurait eu si Nuno Mendes évoluerait en Liga. C'est un principe de data, que vous êtes d'accord ou pas, en tout cas ça existe. Bref, donc le SCA, l'action menant un tir, 5,2 Marcelo, Nuno Mendes 3,88 avec le malus appliqué 3,02. Donc Marcelo, il l'écrase en termes d'action menant à un tir. En action menant à un but, 0,44 pour Marcelo, 0,62 pour Nuno Mendes. On applique le malus à Nuno Mendes, on tombe à 0,48. Donc, léger avantage pour Nuno Mendes. C'est-à-dire que Nuno Mendes amène plus d'actions qui mènent à un but que Marcelo. Marcelo amène plus de passes qui amènent à un tir. Nuno Mendes amène plus d'actions qui mènent à un but. En termes de XAG, c'est-à-dire en termes de passes attendues pour le match. Enfin, de passes attendues, passes décisives attendues. Donc, on a 0,31 à Marcelo. On a 0,46 pour Nuno Mendes. On applique le malus de Ligue 1 à Nuno Mendes. On se retrouve à 0,36. Donc, 0,31 Marcelo, 0,36 Nuno Mendes. Plus 16% Nuno Mendes. Il passe à ce niveau-là. En passes progressives, c'est-à-dire les passes qui vont amener une progression de l'équipe dans la construction du jeu. On est à 9 pour Marcelo, on est à 4,80 pour Nuno Mendes, malus Ligue 1, 3,74, donc Marcelo est 2 fois supérieur en termes de passes progressives. Si on fait une analyse data ajustée, en termes de création de jeu, c'est un massacre. Une fois ramené au niveau de la Ligue 1, Nuno Mendes il perd énormément de volume. Il serait que le meneur de jeu, il ne serait pas le meneur de jeu qu'était Marcelo à l'époque. Marcelo il faisait avancer le jeu 2,4 fois plus que Nuno Mendes dans un championnat beaucoup plus dur. Le dernier geste, par contre, c'est là la surprise. Même avec le malus qu'on impose à Nuno Mendes par rapport à la différence de niveau entre Liga et Ligue 1, Nuno Mendes il reste très efficace dans les zones de vérité. Il centre moins, mais beaucoup mieux. Verdict offensif, Marcelo c'est ce qu'on va appeler un moteur, il fait tout. Nuno c'est ce qu'on va appeler un finisseur. C'est lui qui permet en fait de tout finir à l'équipe. Il est beaucoup plus efficace au bout. Je sais que ça vous passionne les comparaisons comme ça de data. C'est pour ça qu'on va continuer le duel défensif. Bref, est-ce que Nuno Mendes il domine autant s'il devait défendre, est-ce que Nuno Mendes il aurait dominé autant s'il devait défendre sur Messi 2017 au lieu de l'ailier de Brest, j'ai oublié son nom, en 2025. Bref, on va voir ça. En termes de tac réussi, Marcelo 1,90, Nuno Mendes 2,20, on va le baisser avec le malus qu'on lui propose 1,98, 1,90, 1,98, vas-y, on va dire c'est égalité. En termes de dribbleur stoppé, donc les mecs qui viennent contre lui en 1 contre 1, Marcelo à son prime, c'est 37,9% de dribbleurs stoppés. Nuno Mendes à son prime, c'est 66,7% de dribbleurs stoppés. Vous allez me dire, ouais, mais la Ligue 1, nanana, on va appliquer donc le malus de la Ligue 1 au stade de Nuno Mendes et Nuno Mendes tombe à 60%. Marcelo, lui, a 37%, Nuno Mendes, 60% avec le malus du rapport du championnat, comme je l'ai dit, Ligue 1, Liga. Donc, Nuno Mendes est beaucoup plus dominant défensivement que Marcelo. Clair et net. La data, elle le dit. En termes d'interception, on a Marcelo à 1,36, Nuno Mendes à 0,97. Donc, Marcelo a une meilleure lecture de jeu que Nuno Mendes. Par contre, en duel 1 contre 1, Nuno Mendes a une plus grande faculté à stopper les dribbleurs. Les erreurs défensives. Forcément, on a Marcelo qui a 0,05 en 2017. Nuno Mendes, 0. Rapporté au malus, on va dire 0, on va dire c'est égalité. Si on fait une analyse de data ajustée du point de vue défensif, donc même en baissant les stats de 10% pour compenser la qualité des dribbleurs adverses, parce qu'on a baissé Nuno Mendes, c'est-à-dire en gros quand Mendes il arrête 4 dribbles, nous on va dire ouais mais bon c'est la Ligue 1 et tout, donc on applique un malus de 10%,
Malgré ça, Nuno Mendes, il reste un défenseur d'élite absolu. Stopper 60% des dribbleurs en Liga, pour lui, ce serait un exploit, hein, s'il avait fait à l'époque. Marcelo, il se serait fait passer trop souvent, 37,9. Par contre, en termes d'intelligence, Marcelo, il compensait ses jambes, beaucoup moins rapide par une lecture de jeu supérieure. Interception, Nuno, il défend avec ses jambes, Marcelo, il défendait avec sa tête, en gros. Donc en verdict défensif, Nuno Mendes est un défenseur beaucoup plus fiable pour gagner des duels. Par contre, c'est un joueur peut-être beaucoup moins intelligent, même si, bon, l'intelligence, elle discute peu, mais bon, c'est le truc. Si on fait une conclusion finale, donc si on simule un transfert de Nuno Mendes 2025 vers le Real Madrid 2017 pour remplacer Marcelo, voilà ce que disent les chiffres. En grand 1, perte massive dans la construction. Donc si Nuno Mendes arrive au Real Madrid de 2017, le Real y perdrait 5 passes progressives par match. L'équipe, elle aurait beaucoup plus de mal à sortir le ballon et à dominer le milieu de terrain. Cristiano Ronaldo, il toucherait beaucoup moins de ballons. Donc un score de construction mettrait Marcelo à 10 sur 10 et Nuno Mendes à 5 sur 10. En 2, si Nuno Mendes arrive au Real de 2017 pour remplacer Marcelo, on aurait un gain massif dans la sécurité, c'est-à-dire dans la défense. Le Real y concéderait 0,4 XG en moins par match sur son côté gauche. Ramos n'y aurait plus besoin de se décaler constamment pour couvrir. Donc si on lui attribuerait un score de sécurité, on aurait Marcelo à 4 sur 10 et Nuno Mendes à 9 sur 10. Clairement les gars, désolé, c'est la data qui le dit. En 3, l'efficacité décisive similaire. Nuno, il donnerait probablement autant de passes décisives réelles que Marcelo attendu, mais en touchant 2 fois moins de ballons que Marcelo. Donc si on fait le vainqueur avec la data ajustée, tout ça et tout, c'est Marcelo qui remporte le titre. Donc Marcelo 2017 et Nuno Mendes 2025, c'est Marcelo qui est au-dessus. Pourquoi ? Parce que Marcelo, il a ce qu'on appelle une rareté statistique. Et la rareté statistique dans les données, elle est beaucoup plus haute. Donc des latéraux qui défendent très bien et contre-attaquent fort, donc le profil de Nuno, il y en a quelques-uns par décennie. Walker, Davis, à l'époque il y avait Ashley Cole, tous ces joueurs-là. Par contre, un latéral qui a 9 passes progressives et 5 passes qui amènent des actions de tir par match dans le championnat le plus dur du monde à l'époque en 2017, c'est ce qu'on va appeler une anomalie statistique unique dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'on dirait que Nuno Mendes est un super soldat, super défenseur. Par contre, Marcelo, ça a été une anomalie créatrice d'une équipe du Real Madrid en 2017. Je ne vais pas vous mentir, si vous me parlez moi de mon cœur à moi, c'est Nuno Mendes, tu vois. Par contre, Marcelo, la data, elle est devant nous, hein, les gars. On peut pas négocier. Marcelo est donc un joueur super rare. Et je comprends mieux maintenant, alors que j'ai jamais mis Marcelo dans mon top défenseur monde, tout ça et tout. Mais je comprends mieux pourquoi on dit maintenant que Marcelo, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Parce que en fait, c'est un mec qui était défenseur avec une capacité créatrice énorme. Et c'est ce qui faisait en fait que donc, le Real a su performer de ouf dans cette année-là. 9 passes progressives, 5 actions qui mènent à un tir par match. Enfin, c'est ouf pour un défenseur. Bref, battez-vous dans les commentaires. Inch'Allah, il reste un vivant. Le vivant, n'hésite pas à commenter. Dis-nous pour quitter Marcelo, Nuno Mendes. À vous de faire le choix. En tout cas, si moi je prends ma valeur à moi perso, Nuno Mendes, ça reste le frérot. Parce que voilà, hein, les gars, moi je suis supporter du PSG. Par contre, Marcelo, c'est le mec qui fait que je me connecte pour regarder les matchs, hein, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les mecs. On continue pour la suite. Là, on va continuer à parler de profils extrêmement explosifs. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai entendu le PSG parler d'un joueur. Je pense que c'est Saïd Elmela, qui joue à Cologne. Donc, je me suis dit, j'allais regarder. Donc, j'ai regardé le match de Cologne. Enfin, bref. Je vous fais un point complet. Dites-moi ce que vous en pensez. Il joue au FC Cologne. Il a 19 ans. C'est un milieu offensif, ailier, attaquant. Son temps de jeu, il y a 12 matchs pour 506 minutes. C'est ce qu'on va appeler un super sub ou un titulaire en rotation. Le mec a une efficacité surréaliste. Le chiffre le plus frappant en fait dans son rapport temps de jeu efficacité, c'est actuellement un sur-régime positif. Ce qui indique une confiance absolue devant les buts de ce gars-là. Il est à 5 buts en 506 minutes. Seulement 506 minutes. Donc environ 1 but tous les 101 minutes. Il a un XG, donc les buts attendus de 3,3. Donc si on analyse, il a marqué 1,7 buts de plus que ce que le modèle statistique y prévoyait. C'est le signe d'une finition clinique, d'une chance insolente sur la période dans laquelle il a évolué. Son implication dans son équipe, il est impliqué sur 1,25 buts par 90 minutes, donc en but et passe D. Ce qui est un chiffre d'élite mondiale. Si on prend son profil, c'est ce qu'on va appeler nous un profil dribbleur du chaos, si on garde ses stats de progression et de duel, on voit un joueur qui provoque constamment. Ses centiles comparé aux attaquants des 5 grands championnats, ils sont absurdes. Donc sur les 90 minutes, on a 3,5 dribbles réussis.
Ballon touché, 8,5. Ballon touché dans la surface, 8,5. Les portées progressives, 3,7. Donc on est au 99e percentile pour les dribbles, 99e percentile pour les ballons touchés dans la surface adverse, 98e percentile pour les portées progressives. Donc c'est un joueur qui élimine son vis-à-vis presque 4 fois par match. Il est constamment dangereux dans la zone de vérité et il casse les lignes par la conduite de balle. C'est un profil à la Ousmane Dembélé. Il ne construit pas le jeu patiemment, il prend la balle et il fonce vers le but adverse pour créer le déséquilibre. Et je comprends mieux pourquoi le PSG veut le recruter. Je comprends mieux pourquoi Ramos veut le recruter. Ousmane, si tu vois cette vidéo-là, sache qu'il réfléchit à te virer. Parce que si tu lis la data et tu lis le type de profil avec le nom qui sort, je pense que ce mec-là, il est voué à te remplacer en fait, tout simplement. On va s'intéresser à ses volumes de tir et sa création. Il ne se contente pas de dribbler, bien sûr. Hein. Il finit les actions. C'est un volume shooter, comme on l'appelle. Donc, les tirs par match, toutes les 90 minutes, c'est 4,62. C'est énorme. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il a une fenêtre de tir, il tente sa chance. Les actions amenant un tir, 5,16 par match. Donc, c'est un moteur principal des attaques quand il est sur le terrain. Création de but, 1,20 par match. Donc, il est classé premier sur la liste. Ses points faibles, la précision de ses passes, il est qu'à 65,1%. Comme tous les joueurs de ce profil, de toute façon, au risque, haute récompense, il y a forcément du déchet. Donc l'analyse, c'est très bas, 24e percentile, 24e percentile en termes de précision de passe. Donc cela confirme qu'il tente des passes impossibles ou qu'il joue très verticalement. Il perdra beaucoup de ballons, mais ceux qui réussissent sont souvent décisifs. Et c'est là en fait le pour et le contre. Si on fait une comparaison, comme je vous l'ai dit, on peut le comparer à Ousmane Dembélé chez nous, le comparable parfait, dribbleur rapide, parfois brouillon, mais génial à voir. Et en fait, niveau allemand, on a Denis Undav, ou en Italie, Lautaro Martinez, pour l'activité dans la surface et le volume de tir. Donc on a un mélange de Ousmane Dembélé sur le côté, d'explosivité, de dribble, tout ça et tout, et en même temps un Lautaro Martinez pour l'activité dans la surface et ce qu'il propose. Si on fait un résumé scout, entre guillemets, Saïd El-Mela, c'est une arme de destruction massive pour le Cologne de cette saison. Il combine l'agressivité d'un ailier dribbleur, dribble, portée de balle, avec l'instinct d'un buteur, volume de tir élevé, over-performance sur les XG. Donc sa valeur marchande pour nous, elle va exploser. S'il maintient ce rythme sur 2000 minutes en plus, bien que son taux de réussite en passe, ils doivent être surveillés pour voir s'il peut intégrer un système beaucoup plus posé, notamment celui du PSG. Voilà, il faut évaluer le truc. En tout cas, si tu souhaites que je calcule une projection de ses stats, s'il jouait une saison complète en tant que titulaire indiscutable ou autre, dis-le moi en commentaire, je peux te le faire. Mais Saïd El-Mela, il peut faire mal. Très très mal même. Dites-moi ce que vous en pensez. Les mecs, c'est fini pour aujourd'hui. On a fait plus court que d'habitude. Hein. Bon, ça reste toujours 40 minutes, mais on a quand même fait plus court que d'habitude. On a parlé du match de Marseille. On a parlé de Saïd El-Mela. On a parlé de Aziz Ounahi. On a fait un point complet sur les choses. Profitez de votre famille, profitez du week-end, kiffez les matchs, kiffez le football, kiffez votre life, du moins si vous le pouvez. Si vous êtes en difficulté, vous souhaitez parler, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parlez-nous, tous les gens qui sont en galère, on va vous répondre, on est avec vous. Bref, salut tout le monde, salut, shalom, salam alaikum, au revoir, au revoir.